Leur origine se perd dans la nuit des temps, mais elles n'en sont pas moins à la pointe de l'écologie. Elles serviraient aujourd'hui d'habitat à plus d'un tiers de l'humanité. Elles sont belles, surtout lorsqu'elles portent bonnes bottes et bons chapeaux. Bienvenue dans le monde extraordinaire des maisons de terre crue, destination de ce numéro de l'Envol, le magazine du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Qu'on l'appelle bauge ou localement masse ou massé, ou tout simplement mur de terre, la technique qui consiste à réaliser des murs massifs à partir de la terre crue est attestée sur le territoire des Marais depuis au moins le XVIe siècle. Avec un sous-sol constitué essentiellement de tangues et d'argile. La rareté de matériaux comme la pierre et le bois, les bâtisseurs des Marais se sont naturellement tournés vers la seule ressource disponible en abondance, à savoir la terre. Le territoire des Marais du Cotentin et du Bessin présente ainsi aujourd'hui l'une des plus importantes concentrations d'édifices de ce type en France. On estime à 10 000 leur nombre, même s'ils ne sont pas toujours visibles car la terre a bien souvent été recouverte, de manière plus ou moins heureuse d'ailleurs, de matériaux plus modernes tels que des enduits au ciment. Les architectures très différentes sont ainsi issues de ce savoir-faire, de la simple habitation de l'ouvrier agricole aux grandes fermes herbagères jusqu'aux plus complexes prieurés ou manoirs. La bauge est obtenue à partir d'un mélange de terre argilo-limoneuse, de fibres végétales et d'eau. Le foulage du mélange se faisait traditionnellement à l'aide des sabots des animaux ou aux pieds, jusqu'à l'obtention de l'élasticité désirée. On procède ensuite à l'érection du mur par levées successives. Le maçon dispose la bauge le long du mur selon des couches dont l'épaisseur peut varier de 60 cm à 1 mètre de hauteur. Elles sont ensuite compactées au bâton, puis on les laisse sécher pendant plusieurs semaines avant d'entamer la levée suivante. À condition de respecter certains principes, une maison de terre peut ainsi traverser les siècles. Une maison en terre va être particulièrement résistante dans le temps, à partir du moment où elle est bien couverte et bien chaussée, bonne botte, bon chapeau, comme dit le proverbe qu'on retrouve dans toutes les régions où on construit en terre. Donc bien protégée des eaux de ruissellement, des eaux de pluie. Donc une maison en terre est toujours construite sur un soubassement en pierre, dont la hauteur peut varier suivant la proximité du matériau pierre et la richesse des propriétaires, et bien protégée par un bon débord de toit qui va éviter que l'eau s'infiltre sur le matériau. À partir de là, le bâtiment peut tenir des siècles, voire des millénaires, puisqu'on a un patrimoine mondial qui est assez éloquent en la matière. Malgré leur enracinement plusieurs fois centenaire dans la région, la construction des maisons de terre s'arrête subitement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les constructions, elles se faisaient avec la main-d'œuvre des fermes. C'est-à-dire qu'il y a un maçon qui dirigeait la manœuvre et les gens des fermes qui aidaient, qui servaient de manœuvre en fait. Et là, de plus en plus, au cours de la fin du 19e et début du 20e siècle, la main-d'œuvre va diminuer dans les fermes, on va se spécialiser, l'agriculteur ne fait plus que de l'agriculture. Et donc, il faut diminuer les coûts de main-d'œuvre. Et donc, les matériaux modernes apparaissent comme la solution. Phénomène qui est accentué par l'entre-deux-guerres. Il y a toute une génération de maçons qui, malheureusement, disparaît avec son savoir-faire lors de la Première Guerre mondiale. Donc, ces deux phénomènes se croisent et ça va être vraiment le coup d'arrêt des constructions en terre crue. Contrairement à ce que laisserait présager leur caractère traditionnel, les constructions en terre possédaient avant l'heure les propriétés écologiques et de confort qui sont aujourd'hui recherchées dans les habitations modernes. C'est un matériau qui nécessite peu d'énergie à sa transformation et à sa mise en œuvre, donc qui entre véritablement aujourd'hui dans les problématiques de développement durable. Et puis, parallèlement, c'est aussi un matériau intéressant sur le plan du confort, donc une très bonne régulation de l'humidité, ce qu'on appelle les propriétés de régulation hygrométrique, et puis un matériau qui a une très bonne inertie thermique, c'est-à-dire une très bonne capacité à emmagasiner la chaleur et à la restituer tout au long de la journée ou de la nuit en l'occurrence. Délaissées, victimes de leur mauvaise réputation, masquées sous des enduits disgracieux, les maisons de terre semblaient condamnées à une lente mais inexorable disparition. L'une des raisons de la désaffection des propriétaires pour les maisons de terre venait essentiellement d'une méconnaissance du matériau terre. D'une certaine manière, les murs de terre sont vivants. Ils respirent et changent de volume en fonction des conditions climatiques.
Ainsi, l'utilisation d'enduit au ciment empêche l'humidité de s'évacuer et la laisse s'accumuler dans la maison. Quant aux réparations effectuées à l'aide de ciment ou de parpaing, en introduisant des éléments rigides dans une structure souple, celles-ci viennent fragiliser les maisons, suscitant lézardes et crevasses. Heureusement, on assiste depuis une quinzaine d'années à une prise de conscience de l'intérêt patrimonial, historique, écologique, mais aussi tout simplement esthétique des maisons de terre. Et on l'a vu tout simplement sur les prix de l'immobilier. Des maisons qui, il y a quelques années, se vendaient moins cher qu'une maison en pierre, qui avait son image de maison du riche. On a aujourd'hui des prix assez équivalents au niveau immobilier, ce qui veut bien dire qu'on a un changement d'image qui s'est mis en place, un changement de génération aussi, hein, c'est toujours comme ça, des va-et-vient. Et la maison qui paraissait un petit peu désuète reparaît aujourd'hui quelque chose d'apprécié, de même recherché. Conscient que la préservation de ce patrimoine bâti doit être accompagnée concrètement, le parc s'est engagé en apportant un soutien financier aux propriétaires qui voudraient rénover leurs bâtiments, mais aussi en assurant la formation des artisans et des entrepreneurs, afin que longtemps encore toute la richesse de la palette des ocres qu'offrent les différentes terres des marais puisse s'offrir aux visiteurs sur les façades et les murs de ces maisons si caractéristiques.